Bon, je vais vous raconter une histoire vraie, mon histoire vraie. Un témoignage qui m'a littéralement transformée. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans maintenant, et franchement, si on m'avait dit il y a 15 ans que je serais là où je suis aujourd'hui, j'aurais éclaté de rire. Ou peut-être que j'aurais pleuré, je sais pas trop. Mais voilà, c'est ça la vie, non? Des moments décisifs qui te tombent dessus quand tu t'y attends le moins. Des points de virada qui changent absolument tout. Alors installez-vous bien, parce que cette narration, elle va vous bousculer un peu. Peut-être même beaucoup. Tout a commencé un 24 décembre. Oui, la veille de Noël. Vous voyez le tableau? J'avais 23 ans. J'étais encore étudiante à la fac de lettres à Lyon. Je survivais avec mes APL et quelques heures de babysitting par-ci par-là. Mes parents, eux, vivaient dans une grande maison à Écully, un quartier chic de Lyon. Mon père était cadre supérieur dans une boîte de cosmétiques. Ma mère dirigeait une boutique de décoration haut de gamme. Bref, ils roulaient pas sur l'or, mais disons qu'ils avaient largement de quoi vivre confortablement. Tu vois? Ce soir-là, je suis arrivée chez eux avec mon petit cadeau fait maison. Un album photo que j'avais passé des semaines à assembler, avec des souvenirs de famille, des citations que j'aimais bien, des dessins. Rien de fou, mais fait avec le cœur, avec toutes mes émotions profondes. J'avais dépensé à peine 30 € en fourniture. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Franchement, j'étais même plutôt fière de moi. Quand je suis entrée dans le salon, putain, c'était comme dans un film. Le sapin immense, décoré par un professionnel probablement, les guirlandes partout, la table dressée avec de la vaisselle en porcelaine que je connaissais même pas. Et là, sous le sapin, une montagne de cadeaux emballés dans du papier brillant, avec des rubans dorés et tout le tralala. Mon frère Julien était déjà là avec sa copine du moment, une fille pétasse qui parlait que de son nouveau sac Longchamp. Ma sœur Anaïs venait d'arriver avec son fiancé, un type en costume-cravate, même un jour de réveillon. Vous imaginez? Moi, avec mon petit paquet tout simple, emballé dans du papier craft recyclé, bah du coup, je me suis sentie minuscule. Mais bon, je me suis dit que c'était l'intention qui comptait, non? C'est ouf comme on peut être naïf parfois. Le dîner s'est passé, plutôt tendu déjà. Ma mère faisait des remarques sur mes fringues. Mon père parlait que de la réussite de Julien, qui venait de décrocher un stage chez LVMH. Anaïs racontait les préparatifs de son mariage qui allaient coûter une fortune. Moi, à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler de mes études en lettres, j'avais droit à des sourires en coin, des « Ah bon? Et tu vas faire quoi avec ça concrètement ?» Vous voyez le genre, des pics subtils mais qui font mal quand même. Puis est venu le moment des cadeaux. Mon Dieu du ciel, quel moment! Julien a ouvert le sien en premier, un MacBook Pro flambant neuf, facile 1500 €. Il a fait genre surpris, mais clairement, il savait déjà. Anaïs a eu un chèque de 5000 € pour son mariage, plus une montre Cartier pour son fiancé. Franchement, c'était délirant. Ensuite, ils ont ouvert d'autres trucs. Des vêtements de marque, des parfums Dior, des trucs chez Sephora, bref, du lourd. Et puis mon tour est arrivé. J'ai tendu mon petit paquet à mes parents, le cœur battant. Ma mère l'a pris du bout des doigts, comme si ça allait la contaminer. Elle l'a ouvert devant tout le monde, a feuilleté l'album en silence. Puis a dit, et là je cite exactement ces mots parce que ça reste gravé. « C'est mignon, Élise, vraiment. Mais tu sais, à un moment donné, il faut grandir. Tu as 23 ans, tu vis encore avec des aides sociales. Tu nous offres des trucs de gamine. Tes frères et sœurs, eux, ils avancent dans la vie. » Le silence qui a suivi, putain, j'ai senti mes joues devenir brûlantes. Mon père a rajouté, on t'a toujours soutenu, mais là, franchement, on commence à se demander si tu vas un jour devenir autonome. Tu coûtes cher, Élise. Les APL, c'est bien, mais c'est nos impôts qui payent ça aussi, tu vois. Julien a ricané. Anaïs regardait ailleurs, gênée peut-être, mais pas assez pour dire quelque chose. J'ai essayé de me défendre. J'ai dit que je faisais de mon mieux, que les études c'était important pour moi, que j'allais trouver un boulot après. Mais ma mère m'a coupé. Écoute, on en a marre, vraiment. Tu prends, mais tu donnes jamais rien. Ce cadeau-là, elle a agité l'album, c'est gentil, mais ça change rien au fait que tu es un poids pour cette famille. Jante, là, c'était le point de virada, le moment décisif de ma vie. Parce que mon père a enchaîné direct.
On a pris une décision difficile, Élise. À partir de maintenant, on arrête de te soutenir financièrement. Plus de dépannage, plus de petits chèques pour tes loyers. Tu dois te débrouiller seule. Et franchement, si tu peux pas assumer, ben peut-être que tu devrais pas venir ici nous montrer ta médiocrité. J'ai cru que j'allais vomir. J'ai regardé Julien, Anaïs, ils évitaient mes yeux. J'ai compris que c'était décidé depuis longtemps, que ce réveillon était juste le théâtre de mon humiliation publique. J'ai attrapé mon manteau, mes clés, et je suis partie sans un mot de plus. J'ai passé la nuit de Noël dans mon petit studio glacial, à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était la pire nuit de ma vie, franchement. Mais vous savez quoi? C'était aussi le début de mon réveil, de ma révélation personnelle. Parce que là, dans cette douleur immense, j'ai pris une décision courageuse, une choix difficile qui allait tout changer. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent, je vous le promets. Le lendemain matin, j'ai essuyé mes larmes, j'ai ouvert mon ordi et j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, ok Élise, tu vas leur montrer que tu vaux quelque chose. Pas pour eux, mais pour toi. J'ai fait le tour de mes finances. C'était pathétique. 320 € sur mon compte à la banque postale, dont 250 devaient partir dans le loyer. J'avais mes APL de 200 € par mois et mes petits boulots qui me rapportaient environ 400 €. Total, 600 € par mois pour vivre. À Lyon, en plus, c'était la misère. Mais au lieu de me plaindre, j'ai commencé à me former. J'ai découvert YouTube, des chaînes sur les finances personnelles, l'indépendance financière. J'ai eu des livres. Père riche, père pauvre en premier, puis L'autoroute 10 millionnaires, l'homme le plus riche de Babylone. Je passais mes nuits à prendre des notes, à comprendre comment l'argent fonctionnait vraiment. C'était comme un déclic dans ma tête, une jornada de vie qui commençait enfin. J'ai compris que je devais d'abord arrêter de fuir, de me dire que l'argent c'était sale ou que c'était pas pour moi. Non, l'argent c'était un outil, un moyen de contrôler son destin. J'ai téléchargé Linso sur mon téléphone, j'ai commencé à traquer chaque centime que je dépensais. Café à 2 €, noté. Sandwich à 5 €, noté. Au bout d'un mois, j'ai réalisé que je gaspillais facilement 150 € en petites conneries inutiles. Donc, j'ai coupé. J'ai préparé mes repas, j'ai arrêté les cafés en terrasse, j'ai vendu des fringues que je portais plus sur Vinted. En 3 mois, j'avais économisé 400 €. C'était pas grand-chose, mais pour moi c'était énorme. C'était la preuve que je pouvais y arriver. Ensuite, j'ai cherché à augmenter mes revenus. J'ai pris plus d'heures de babysitting, j'ai donné des cours particuliers de français, j'ai fait du dog-sitting le week-end. Je dormais 5 heures par nuit, mais franchement, j'avais une motivation de dingue. Cette histoire vraie, ce témoignage que je vous raconte là, c'est aussi une leçon de vie sur la résilience, tu vois. Au bout de 6 mois, j'avais 1 000 € de côté. Et là, j'ai fait un truc qui a changé ma vie, un autre moment décisif. J'ai ouvert un livret A à la caisse d'épargne pour garder une petite épargne de sécurité et j'ai ouvert un PEA chez Boursorama. Oui, un plan d'épargne en action. À 23 ans, avec presque rien, je me suis lancée dans l'investissement. J'ai commencé petit, très petit, 50 € par mois dans un ETF World, un truc que j'avais découvert en lisant des blogs. Un ETF, c'est un panier d'actions diversifié, pour ceux qui savent pas. Genre, tu achètes un petit bout de plein d'entreprises d'un coup. Moins risqué que d'acheter une seule action. Et surtout, j'ai tenu bon. Chaque mois, 50 €, même quand c'était dur. Même quand j'avais envie de tout claquer. Les années ont passé. J'ai fini ma licence, puis un master en communication. J'ai trouvé un boulot dans une agence de com à Paris. Pas hyper bien payé au début, 1400 € net, mais c'était déjà mieux. J'ai continué à vivre comme une étudiante. Colocation dans le 19e, métro, boulot dodo. Mais mon épargne, elle grossissait. J'ai augmenté mes virements mensuels, 100 €, puis 200, puis 300. J'ai diversifié, acheté quelques actions de Total Energy, de LVMH, oui la boîte mon frère avait fait son stage et qu'il avait jeté après. L'ironie quoi. J'ai aussi appris à négocier. Ma première augmentation, j'ai failli pas la demander. Syndrome de l'imposteur et tout. Mais je me suis dit, non Élise, tu vaux plus que ça.
J'ai préparé un dossier béton, j'ai montré mes résultats et j'ai obtenu 200 € de plus par mois. Puis, j'ai changé de boîte. Encore une augmentation. À 30 ans, je gagnais 2500 net, je vivais toujours avec 1200 € par mois et j'investissais le reste. Vous comprenez le principe? Augmenter ses revenus, diminuer ses dépenses, investir la différence. C'est pas sorcier, mais faut le faire. C'est là toute la morale de cette histoire. Pendant tout ce temps, zéro contact avec ma famille. Ma mère avait essayé de m'appeler 2-3 fois les premiers mois après ce réveillon, mais je répondais pas. Franchement, j'avais besoin de cette coupure pour avancer. C'était ma jornada de vie à moi, mon cheminement personnel. Et puis, il y a 2 ans, coup de fil de Julien. Première fois qu'on se parlait en genre 12 ans. Il était paniqué au téléphone. « Élise, il faut qu'on parle. C'est à propos de maman et papa. » Mon cœur s'est serré. Je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose de grave. Il m'a donné rendez-vous dans un café près de la gare de Lyon. Quand je l'ai vu, oh là ça, il avait vieilli. Des cernes, l'air stressé. Il m'a raconté que notre père avait fait de très mauvais placements financiers, qu'il avait perdu énormément d'argent en investissant dans une start-up bidon conseillée par un pote. La boîte de cosmétiques avait fait faillite pendant la crise du Covid. Il avait perdu son boulot. Ma mère avait dû fermer sa boutique. Ils étaient endettés jusqu'au cou. Ils risquaient de perdre la maison. Et donc, j'ai demandé, même si je devinais déjà la suite. Ben, on pensait que toi, tu pourrais peut-être les aider. Tu travailles bien, tu vis à Paris, tu dois avoir des économies, non? J'ai failli rire. Franchement, c'était tellement prévisible. Et Anaïs? Elle est en procédure de divorce. Elle a ses propres problèmes. Et moi, ben, j'ai été virée de LVMH il y a 3 ans. Je galère à retrouver, tu vois. Donc en gros, tout le monde était dans la merde. Et ils venaient me voir moi, celle qu'ils avaient humiliée et jetée comme une merde. Combien il leur faut? Bah, pour sauver la maison, au moins 50 000 €. 50 000. J'avais à ce moment-là environ 320 000 € d'épargne et d'investissement. Mes ETF avaient super bien performé. Mes actions aussi, j'avais même acheté un petit studio à Montreuil que je louais et qui me rapportait du passif. Mais ça, personne dans ma famille le savait. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, et là, c'était mon vrai point de virada. Le moment où j'ai dû faire un choix difficile entre la vengeance facile et la leçon de vie que je voulais leur donner. Écoute Julien, je vais être honnête. J'ai de l'argent, oui. Mais je vais pas juste leur filer 50 000 € comme ça. Par contre, je vais leur proposer un truc. Une semaine plus tard, j'étais assise dans ce même salon où j'avais été humiliée 15 ans plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. Le sapin avait disparu depuis longtemps, évidemment. On était en septembre. La maison était moins bien entretenue. Je voyais bien qu'ils avaient vendu des meubles, des tableaux. Mes parents avaient vieilli, surtout ma mère. Elle pleurait déjà avant même que je parle. « Élise, ma chérie, on est tellement désolés pour ce qu'on a dit ce soir-là. On était durs, injustes. On pensait te motiver, mais on a été horrible. Mon père, lui, regardait par terre. On a tout perdu, Élise. Si on perd cette maison, on sait pas où aller. » J'ai sorti une feuille de papier, un plan que j'avais préparé. Ok, voilà ce que je propose. Je vais vous prêter les 50 000 €, pas les donner. Vous allez me rembourser 500 € par mois pendant 10 ans environ. Mais en échange, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Ils ont hoché la tête, prêts à tout. 1. Vous allez vendre cette maison de toute façon. Elle est trop grande, trop chère à entretenir, et c'est une des raisons de vos problèmes. Vous allez acheter quelque chose de plus petit, plus raisonnable. 2. Papa, tu vas prendre ta retraite anticipée avec ce que tu as encore droit, et toi, maman, tu vas chercher un mi-temps dans n'importe quoi. Juste pour avoir une activité et un petit revenu. 3. Je vais vous apprendre à gérer votre argent. Comme je l'ai fait pour moi. Budget, épargne, investissement simple. Et 4. On va instaurer des réunions familiales mensuelles où on parle finances, sans tabou. Tous ensemble, Julien et Anaïs compris. Ma mère a éclaté en sanglots. Tu ferais ça pour nous, après ce qu'on t'a fait? Je le fais pas pour vous, je le fais pour moi, pour me prouver que je suis meilleure que la rancœur. Et aussi, franchement,
parce que c'est une leçon de vie que vous devez apprendre. Vous m'avez rejeté parce que j'avais pas d'argent. Vous avez valorisé mes frères et sœurs parce qu'ils en avaient. Et regardez aujourd'hui. L'argent, c'est important, oui. Mais savoir le gérer, c'est encore plus important. C'est ça la véritable richesse. C'est ça l'héritage véritable que vous auriez dû nous transmettre. Mon père a relevé la tête, des larmes dans les yeux, pour la première fois de ma vie, je crois. Comment tu as fait, Élise? Et là, j'ai tout raconté. Cette histoire vraie, ce témoignage de ma jornada de vie, depuis cette nuit de Noël jusqu'à aujourd'hui. Les nuits blanches, les sacrifices, les livres, l'apprentissage, les choix difficiles, les décisions courageuses. Comment j'avais transformé la douleur en carburant, m'humiliation en motivation. Comment chaque euro économisé était une petite victoire, chaque investissement une preuve que je contrôlais mon destin. Pendant que vous ouvriez vos cadeaux chers, mon cadeau à moi, il cachait quelque chose que vous ne voyez pas. Il cachait l'amour, oui, mais aussi une vision différente de la richesse. Vous cherchiez les apparences, moi je construisais les fondations. Vous dépensiez pour impressionner, moi j'économisais pour investir. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai la vraie errance, l'héritage véritable, celui que personne ne peut me retirer, la connaissance financière et l'indépendance. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a eu cette conversation. Mes parents ont vendu la maison, ils vivent dans un joli appartement T3 à Lyon, beaucoup plus gérable. Ils me remboursent religieusement leurs 500 € par mois. On se voit une fois par mois pour les fameuses réunions familiales. Au début, c'était tendu, mais maintenant, franchement, c'est devenu un moment qu'on apprécie tous. J'ai appris à mon père à utiliser Linkso pour suivre ses dépenses. Il est devenu un champion du budget. C'est ouf. Ma mère a repris un mi-temps dans une petite boutique bio. Elle adore. Julia a fini par retrouver un boulot, moins prestigieux que LVMH mais stable, et je l'ai aidé à rembourser ses dettes et ouvrir un TEA. Anaïs, elle, s'est remise de son divorce. Elle a ouvert un livret A pour ses enfants où elle met 50 € par mois. Et moi? Aujourd'hui, j'ai 38 ans, je suis indépendante financièrement. J'ai quitté le salariat il y a 1 an pour devenir consultante freelance. Mes investissements me rapportent environ 2000 € par mois de revenus passifs. J'ai acheté un 2e appartement que je loue. Je voyage, je profite, mais toujours avec conscience. Et surtout, j'ai retrouvé ma famille, mais sur de nouvelles bases saines. Cette narration, cette histoire vraie que je vous ai racontée aujourd'hui, c'est pas juste mon histoire personnelle. C'est une leçon de vie universelle sur le fait que les moments décisifs, les points de virada, ils peuvent être horribles sur le moment, mais devenir les meilleures choses qui te soient jamais arrivées. C'est un témoignage sur le fait que l'argent, c'est pas juste des chiffres sur un compte. C'est un outil de liberté, de dignité, de choix. La morale de tout ça? Plusieurs choses. D'abord, ne laissez jamais personne définir votre valeur par votre compte en banque. Mais en même temps, ne négligez jamais l'importance de l'éducation financière. Apprenez à gérer votre argent. Bordel! Lisez des livres, suivez des formations, utilisez des apps comme Linkso ou Bankin, ouvrez un PEA, investissez dans des ETF. Même si c'est 20 € par mois au début, commencez. 2e leçon, les apparences sont trompeuses. Mes parents, mon frère, ma sœur, ils avaient l'air riches avec leurs cadeaux chers, leurs marques, leur maison. Mais en vérité, ils vivaient au-dessus de leurs moyens, sans épargne, sans plan. Moi, j'avais l'air pauvre avec mon album fait main, mais je construisais ma richesse en silence. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous gardez et ce que vous faites fructifier. 3e leçon, et celle-là, elle est importante. Ne confondez jamais richesse matérielle et richesse émotionnelle. Pendant des années, j'ai été plus riche émotionnellement que ma famille, parce que j'avais un but, une vision, des valeurs. L'argent est venu ensuite comme une conséquence de cette richesse intérieure. C'est ça le vrai réveil, la révélation que j'ai eue cette nuit de Noël dans mon studio glacial. Franchement, si on m'avait dit que ce réveillon horrible serait le catalyseur de mon indépendance financière,
je l'aurais pas cru. Mais c'est ça la beauté des moments décisifs, des points de virada dans nos vies. Ils ressemblent rarement à ce qu'on imagine. Souvent, ils sont douloureux, humiliants même. Mais c'est dans cette douleur qu'on trouve la force de changer vraiment, de prendre des décisions coragosas, des choix difficiles qui transforment notre destin. Aujourd'hui, quand je repense à ce soir-là, je ressens plus de gratitude que de colère, parce que mes parents, sans le vouloir, m'ont offert le plus beau cadeau de ma vie, la motivation de devenir indépendante, de ne compter que sur moi-même, de construire ma propre sécurité financière. Pendant qu'ils ouvraient leur présent, Caro, le mien cachait effectivement l'Erança Verdeder, l'héritage véritable, la certitude que je pouvais créer ma propre richesse, que je n'avais besoin de personne et que ma valeur ne dépendait pas de leur approbation. C'est ça, la vraie leçon de vie, la véritable morale de ce témoignage. On pense souvent que la richesse, c'est un héritage qu'on reçoit, une transmission matérielle. Mais non, la vraie richesse, c'est celle qu'on construit soi-même, avec ses émotions profondes comme carburant, ses moments décisifs comme tremplin et sa volonté comme boussole. Et vous là, qui écoutez cette histoire vraie, cette narration de ma Jornada de Vida, je vous pose la question. Où en êtes-vous? Est-ce que vous subissez vos finances ou est-ce que vous les contrôlez? Est-ce que vous attendez qu'un miracle tombe du ciel, qu'un héritage vous sauve? Ou est-ce que vous prenez les choses en main maintenant? Parce que franchement, le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Maintenant, tout de suite. Téléchargez Linkso ce soir, faites vos comptes, voyez où part votre argent. Ouvrez un livret A demain, même avec 100 €, c'est un début. Lisez un livre sur les finances cette semaine, Père riche, Père pauvre, c'est parfait pour commencer, tu vois? Renseignez-vous sur les PEA, les ETF, Boursorama, Desgiro. Formez-vous. Bordel, l'information est gratuite aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et surtout, changez votre relation à l'argent. Arrêtez de croire que c'est sale, que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas doué. C'est des croyances limitantes qui vous gardent pauvre. L'argent, c'est neutre, c'est un outil. Ce qui compte, c'est comment vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser pour impressionner les autres comme ma famille le faisait. Ou vous pouvez l'utiliser pour construire votre liberté comme je l'ai fait. Moi, Élise, j'étais une étudiante fauchée, rejetée par sa famille, qui vivait avec 600 € par mois. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de plus de 400 000 € à 38 ans. Je suis libre, indépendante et je contrôle mon destin. Si j'ai pu le faire, croyez-moi, vous le pouvez aussi. C'est juste une question de décision, de choix difficiles mais nécessaires. Alors voilà, c'est la fin de mon témoignage, de ma narration, de cette histoire vraie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a touché, qu'elle a réveillé quelque chose en vous. Et toi, franchement, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir et commencer à construire? Parce que le temps passe et chaque jour où tu fais rien, c'est un jour de moins pour faire fructifier ton argent. L'effet boule de neige, les intérêts composés, tout ça, ça marche sur le long terme. Donc plus tu commences tôt, mieux c'est. Si cette histoire vous a inspiré, si vous vous reconnaissez dans ce parcours, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, parce que j'ai plein d'autres témoignages à partager. D'autres leçons de vie tirées de mon expérience et de celles des gens que j'accompagne maintenant. Et surtout, passez à l'action. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on change vraiment. C'est comme ça qu'on crée son propre réveil, sa propre révélation, son propre point de virada. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos finances et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous!